Hello, chers collègues, bienvenue dans ces lives. Alors, aujourd'hui, enfin non, plutôt hier soir, comment étiez-vous à la fin de la semaine, quand vous êtes rentré chez vous? Comment vous sentiez-vous? Fatigué? Avec l'impression d'avoir dû mettre une armure, de servir de bouclier, ou bien vous avez fait ça de manière sereine, et vous avez toujours réussi à rester cool, zen, à donner cours sans en vouloir à qui que ce soit à vos élèves, que ce soit à vos collègues, à la direction, ou à vous-même. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on a l'intention que la journée va bien se passer, que la semaine va être merveilleuse, et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de turpitudes, qu'il y a beaucoup de contretemps, et ça nous agace, ça nous énerve, et ça nous empêche d'être nous-mêmes. Alors pourquoi ça nous empêche d'être nous-mêmes? Eh bien parce que le problème, il ne vient pas du fait de ce qu'on fait, il vient de qui nous sommes lorsqu'on le fait. Et ça, je vous ai déjà dit plusieurs fois. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire que si je suis à l'intérieur de moi, nerveux, si je ne suis pas présent à moi-même, ici et maintenant, que par exemple, lorsque je vous parle, eh bien, je relâche mes épaules, je suis détendu, je suis calme, je pondère ma respiration pour pouvoir vous partager tout ce que j'ai à vous dire sereinement. Eh bien, si je ne suis pas dans cet état, que je ne suis pas pleinement conscient de ce que je suis en train de vivre, et que je réagis à ce qui se passe autour de moi. Et bien à ce moment-là, tout ce que je fais est influencé par qui je suis. Et à partir du moment où je suis zen, détendu, que j'ai ma détermination, que je sais où je vais arriver, que je sais qu'il va y avoir des couacs, mais que je suis prêt à les accueillir parce que je gère mon environnement, et si mon environnement ne correspond pas à ce que j'attends, je trouve en moi des ressources qui vont me permettre d'agir pour que cet environnement me corresponde. Sinon, je réagis. Et qu'est-ce qui se passe quand je réagis? Eh bien, je suis en contradiction avec mon environnement et je fulmine, je râle et je ne parviens pas à être serein lorsque je donne cours. Donc, ce qui est important, c'est pas la pédagogie, ça n'a rien à voir. Tout ça, vous connaissez par cœur. Vous avez reçu des cours, vous avez suivi des cours, on vous a expliqué comment il faut donner une leçon, et à ce niveau-là, je n'ai rien à vous apprendre. Par contre, ce que j'aurais à vous apprendre, c'est votre ingénierie identitaire. C'est comment vous êtes là maintenant, au moment où vous partagez votre leçon avec vos élèves. À quoi pensez-vous? Quels sont vos buts? À quoi, sur quoi mettez-vous le focus? Par exemple, j'ai pas envie que mes élèves puissent réagir comme ils auraient l'habitude de faire si j'agis d'une certaine manière. Je m'explique. Donc, quand je donne cours et qu'il y a un élève qui me contredit, quand je suis par exemple en train d'écrire au tableau et je sais qu'il va y avoir plein de petites bêtises dans mon dos, j'en suis convaincu, donc j'ai peur que ça se produise. Et comme j'ai peur que ça se produise, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'évite de me mettre dans cette situation pour justement éviter que les élèves puissent se ficher de moi ou soient en train de faire n'importe quoi, sauf écouter ce que je suis en train de dire. Et donc, ces stratégies, c'est bien, mais je ne peux pas donner cours sereinement. Je suis en réactivité, je suis dans la défensive et je n'arrive pas à donner cours tel que je voudrais donner cours. Alors, comment je fais pour pouvoir être serein, pour pouvoir faire en sorte que je puisse écrire au tableau sans que les élèves chuchotent, ils font toujours, mais ne soient pas attentifs, fassent des bêtises, lancent des boulettes de papier, rigolent entre eux, discutent plus qu'ils n'écoutent? Comment est-ce que je peux amener ça, moi, sereinement, pour pouvoir donner ma leçon en toute sérénité? Eh bien, je prépare le terrain. Je mets des conditions au départ et je me retourne, par exemple, plus souvent que prévu. Donc j'écris, par exemple, au tableau, ou ce que je peux faire, c'est demander à quelqu'un d'autre d'aller écrire. Évidemment, si je suis en primaire, c'est un peu plus difficile, mais pourquoi pas? Je peux éventuellement trouver un allié qui va me permettre, moi, de regarder la classe et de continuer mon cours. Donc, c'est pas le fait de... Comment dire? Ce qui est important, c'est de pouvoir être le plus détendu possible, d'avoir des stratégies déjà préparées, mises en place au fur et à mesure, qui vont vous permettre d'être de plus en plus serein. Parce que si vous avez peur d'une certaine situation, vous allez tout faire pour la fuir, pour l'éviter. Et si vous pensez, à contrario,
que votre classe, ben, elle est fantastique et tout le monde va s'en sortir parce que vous êtes un bon prof et que vous allez faire des choses merveilleuses et que vous n'allez avoir aucune difficulté, ben là aussi vous voyez parce que vous êtes en train d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Et pourquoi ça n'existe pas? Parce que oui, peut-être que vous avez le silence, oui, peut-être que les enfants font semblant de vous écouter, mais il est pour moi impossible à un instant T que 30 personnes vous écoutent sans penser à autre chose ou en train de faire semblant de vous écouter. Donc mon but n'est pas de dire que vous ne donnez pas bien cours, non pas du tout. Le but est de dire, attention, ne croyez pas, parce que vous avez peur, et donc vous n'allez pas pouvoir donner votre cours sereinement, comme vous vous sentez le mieux, comme vous êtes dans votre état ressource, comme vous êtes dans la meilleure version de vous-même, qui va vous permettre d'être zen, détendu, et que votre matière puisse passer. Parce que sinon vous allez toujours être tendu, et votre matière va passer de manière saccadée, et donc elle ne va pas avoir d'impact auprès des élèves, ou de croire que tout se passe bien, que tout va aller comme sur des roulettes, et puis de vous rendre compte, quand il y a une interrogation, ça n'a pas été parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils n'étaient pas présents, et parce qu'ils ont fait semblant de répondre non, ils n'ont pas fait semblant, ils ont répondu à côté de la réponse, et donc ça, c'est pas ce que vous désirez. Donc ce qui est important, c'est qui je suis, au moment où je donne ma leçon, quels vont être les impacts, est-ce que les enfants m'écoutent, est-ce que j'ai été chercher l'information chez plusieurs d'entre eux, est-ce qu'ils ont participé, est-ce que ce que je donne leur convient. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si je parle à quelqu'un et que ce quelqu'un n'en a rien à faire de ce que je raconte, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va, parce qu'il est poli, faire semblant de m'écouter, mais ça va rentrer, ça va ressortir, il n'y a rien qui va rester. Pourquoi? Ben parce que je ne le motive pas. Et pourquoi je ne le motive pas? Parce que je ne vais pas chercher ce qui est le plus important pour lui. Alors, pour les enfants, c'est un peu compliqué à notre époque, c'est vrai, de trouver ce qui les arrange le plus. Et si les enfants passent du temps à jouer à la PlayStation et arrivent fatigués en classe et n'ont pas envie de vous écouter parce que vous ne mettez pas assez d'énergie, selon eux, bien sûr, dans le sens où ils ont l'habitude d'avoir une image, un son, une petite pastille qui explose au moment, toutes les 10 secondes. Et ça, en classe, c'est pratiquement impossible à faire. Donc, il ne nous est pas permis d'être un jeu avec lequel l'élève va s'amuser. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est aller chercher chez cet élève de la stimulation de plus en plus pour le motiver et pour faire en sorte qu'il vienne avec plaisir et qu'il partage avec plaisir mon cours. Et pour ça, eh bien, soit je fais des groupes de niveau, soit je fais des groupes de besoins, soit je fais un cours où je vais aller faire du feedback, énormément de feedback, et je vais demander ce qu'ils ont compris. Je vais leur demander d'expliquer ce qu'ils ont compris. Comme ça, quand ils vont me l'expliquer, je pourrai me percevoir ce qu'ils ont gardé comme information. Et en agissant comme ça, et en allant chercher tout le monde, eh bien, je vais pouvoir répondre à un maximum de dynamisme et à un maximum d'élèves. Alors, est-ce qu'on va perdre du temps? Oui. Au moment où on le fait, on perd du temps, oui. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter après quand les élèves sont motivés? Ils vont devenir un peu plus autodidactes, ils vont avoir envie d'être avec vous, ils vont avoir envie d'échanger et de participer à votre cours parce que vous allez les stimuler. Et en les stimulant, ils vont faire une chose, c'est être d'accord avec vous et continuer à vous écouter, à répéter ce qu'ils ont appris. Et donc ça va faire un cercle vertueux qui va vous permettre, quand vous vous retournez au tableau, de ne plus avoir de soucis parce que vous savez que vos élèves sont avec vous, parce que vous avez modélisé votre posture, votre identité, et vous l'avez partagé pour que les élèves agissent en fonction de ce que vous avez mis en place. Et si vous êtes attentif à la manière dont vous vous sentez au moment où vous partagez, eh bien vous allez voir que c'est une transmission fluide. Par contre, si vous appréhendez, si vous avez peur qu'ils répondent à côté, qu'ils ne vous répondent pas, qu'ils se fichent de vous, et que vous êtes dans cette peur, à ce moment-là, c'est la peur qui va vous alimenter et vous allez tout faire pour ne pas la vivre. Et donc, vous n'allez pas être vous-même et vous n'allez pas présenter la meilleure version de vous-même. A contrario, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes dans le fantasme de penser que ça va être une merveilleuse leçon parce que vous y avez mis énormément de temps pour la préparer et que quand vous êtes sur place, la manière dont vous êtes, parce que vous êtes peut-être encore en train de penser à cette leçon et que vous êtes plus avec votre leçon qu'avec votre public, mais à ce moment-là, vous n'allez pas avoir l'action et les réactions que vous désirez, parce qu'ils vont sentir que vous n'êtes pas présent. Et donc, pour éviter ce yo-yo émotionnel et pour pouvoir toujours garder la même énergie, être au fait de vos élèves et de pouvoir partager avec eux votre leçon, eh bien, il est important
d'éviter d'avoir comme, j'ai un mot qui vient, c'est unilatéralité. Donc soit je suis dans la peur et j'évite de produire ce comportement pour ne pas que ça m'arrive, soit je suis dans le fantasme, et alors à ce moment-là, je suis complètement à côté de mon sujet, parce que je pense que ma leçon étant tellement préparée, je suis plus avec ma leçon qu'avec mes élèves, et donc l'impact ne va pas être bon. Et qu'est-ce qui serait idéal à faire? Eh bien, c'est justement, c'est de mettre votre costume, un costume, pas de juge, hein, mais un costume de personne souveraine, qui va pouvoir, non pas sauver les élèves, non pas comment dire, les surprotéger, non, c'est simplement être dans le réel, dans les faits, aller leur poser des questions, voir ce qu'ils ont retenu et voir comment ce que vous apportez a de l'impact. Donc, vous savez que vous avez quelques élèves qui n'ont pas envie d'écrire, qui n'ont pas envie de travailler, qui n'ont pas envie de se produire. Pourquoi? Parce que souvent, ça leur produit de la souffrance. Et les élèves, c'est la même chose que vous. Ils sont dans une identité. Et si leur identité est de vous percevoir de manière négative parce que vous êtes la diseuse d'erreurs, quand ils vous écoutent et qu'ils produisent ce que vous écoutez et qu'ils font ce que vous demandez, ils sont dans l'erreur. Et donc, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire? C'est de ne pas vous répondre, c'est de répondre à côté. Et s'ils vous donnent une page blanche ou s'ils ne vous remettent pas un travail, c'est simplement, non pas parce qu'ils sont bêtes, non pas parce qu'ils sont fainéants, ce que l'on pourrait croire à première vue en écoutant son ego et en se disant, mais enfin, je donne tout et pourquoi lui, il fait rien? C'est pas normal. Si je suis dans cette posture-là, je ne serai jamais à l'écoute de mon élève. Par contre, l'élève, lui, il réagit à qui je suis. Et donc, si il ne me remet pas ma copie, c'est parce qu'il a peur de se tromper, peut-être, et que donc il préfère être l'enfant rebelle, qui va pouvoir se faire bien voir de ses camarades quand vous avez le dos tourné à pouvoir lancer des boulettes, plutôt que d'être fier de lui, parce qu'il produit un travail qui va lui permettre de produire des choses et qui vont lui permettre de s'épanouir, de grandir et d'être en confiance. Et donc, c'est toute la subtilité quand on est vraiment dans l'identité du partage, du bien-être et d'être avec les élèves pour pouvoir faire en sorte que nous travaillons en commun accord, en coopération, en collaboration. À ce moment-là, les élèves vont se sentir en sécurité. Et parce qu'ils vont se sentir en sécurité, ils vont venir vers moi et ils vont commencer à se confier. Et pour ma part, c'est pas interdit au début de chaque cours de faire un protocole de bienvenue, où on nomme l'élève, où on lui donne un petit salut bien particulier et où on lui demande de prendre sa place calmement. Et puis après, de lui parler, mais de tout et de rien, de sa vie, de son vécu, et de le partager soit avec vous, soit avec les autres. Et oui, on prend peut-être 2-3 minutes, on s'y perd, mais à la longue, on va y gagner parce qu'il y aura de l'intérêt commun. Vous écoutez l'élève qui est en difficulté, il peut partager ce qu'il a, il se sent en sécurité, et parce qu'il est en confiance avec vous, son identité va être en sécurité et il va pouvoir produire ce que vous attendez. Et c'est ça qui est important. Donc, pour que ne pas que les frictions arrivent et que votre ego puisse prendre le dessus, et donc l'ego, c'est quelque chose qui est fantastique quand il est utilisé à bon escient, c'est-à-dire que l'ego, généralement, il est, quand il y a une pensée, donc quand une information vient de l'extérieur, l'ego, quand il agit, il émet un jugement, il émet une critique. Et si vous vous surprenez en train de critiquer, en train de juger, c'est que vous êtes dans le passé. Pourquoi? Parce que vous allez faire référence à une expérience que vous avez déjà vécue, vous l'amenez ici et maintenant, et vous lui dites ce que vous avez à dire pour éviter de retomber dans votre travers à vous, d'avoir peur de ne pas être entendu, d'avoir peur de ne pas être écouté, aimé, et ainsi de suite. Et donc, vous allez juger cette personne. Mais sachez qu'en jugeant cet élève qui ne travaille pas et en disant à cet élève qu'il est fainéant, mais je suis désolé de vous le dire, mais vous parlez de vous. Et pourquoi vous parlez de vous? Parce que c'est une expérience que vous avez été chercher dans votre passé qui peut-être, à force de transformation, peut-être se révèle exact parce que c'est un élève qui ne travaille pas. Mais si vous regardez encore plus dans le passé, c'est peut-être que vous avez été fainéant à certains moments et que vous vous souvenez que vous avez été fainéant et que pour ne pas et plus être fainéant et avoir cette image négative, vous la renvoyez sur l'élève parce qu'il a osé faire ce que vous avez fait mais que vous avez oublié chez vous et que vous avez pratiquement omis. Et donc c'est ce que vous lui partagez. Mais quand vous jugez quelqu'un, vous ne parlez pas de la personne, vous parlez de vous.
et la personne, elle en fait ce qu'elle veut, et généralement, quand il y a un jugement, ben, la personne, elle le prend pour elle, et il y a tension, il y a conflit, et on essaye d'avoir raison. Et bien sûr, vous allez toujours avoir raison, mais quel est l'intérêt d'avoir raison quand il y a des tensions et des frictions? Ça ne sert à rien. Le but, c'est de collaborer, le but, c'est que les élèves viennent avec plaisir. Je dis souvent, j'ai choisi ce métier, c'est pas pour vivre des aventures négatives. J'ai vécu ce métier parce que j'adore partager, j'adore comprendre et j'adore échanger sur ce que je connais pour que l'autre puisse s'améliorer, pour que l'autre puisse produire de plus belles choses et puis que l'autre puisse être en confiance lorsqu'il travaille, lorsqu'il participe. Donc je ne vais pas aller en conflit. Et s'il n'écoute pas ce que je fais, oui, avant je me fâchais parce que j'avais la science, enfin pas infuse, mais je savais comment il fallait faire, je lui disais comment il devait faire et il n'avait qu'à appliquer, ça fonctionnait. Et lui, il n'appliquait pas. Et pourquoi il n'appliquait pas? Ben parce qu'il ne m'écoutait pas. Et pourquoi il ne m'écoutait pas? Ben parce que peut-être que ce que je disais n'était pas intéressant, ou peut-être ce que j'apportais était trop difficile pour lui, ou peut-être que je n'apportais rien qui puisse lui permettre à lui de comprendre qu'il pouvait s'améliorer avec ça. Et donc, en fonction de la réponse que je reçois, ben, je change ma manière de faire, parce que si ma question n'impacte pas, c'est que ma manière de la poser n'est pas bonne. Alors, l'autre, il peut être hermétique, il peut être tout ce que vous voulez, mais généralement, jusqu'à 15 ans, 16 ans, un élève n'y met pas d'hypothèse, il met des stratégies émotionnelles en place pour éviter de souffrir, ça oui. Mais il ne va jamais se dire, je ne vais pas l'écouter celle-là, parce que comme ça, je vais pouvoir faire autre chose, et je vais pouvoir me croire à la mer ou n'importe quoi. C'est impossible pour des gamins de faire ça, il faut qu'ils aient 16 ans et encore. Hein, c'est pas donné encore à tout le monde à 16 ans, il faut une certaine maturité pour pouvoir y arriver et mettre des hypothèses et en déduire une situation. Donc, l'enfant agit émotionnellement. C'est ça, c'est son premier réflexe. Et son premier réflexe, c'est de fuir la souffrance et de trouver du plaisir. Donc, si vous apportez une question où il ne comprend rien, où il se sent nul, où il se dit oh, elle va encore me dire un truc et je ne vais pas savoir le faire, donc je préfère lancer des boulettes de papier parce que comme ça, au moins, j'existe, les autres rigolent et yes, je vais pouvoir éviter la souffrance. C'est la seule chose que l'élève se dit. Et donc, ce qui est important, c'est que l'élève puisse apprendre à accepter qui il est, qu'il puisse s'aimer de l'intérieur. Et s'il n'est pas en confiance avec lui-même, il ne s'aime pas, et s'il ne s'aime pas, il ne vous fera jamais plaisir. Même chose pour vous. Si vous apprenez à vous aimer, à être en accord avec qui vous êtes, à être aligné, et que ce que vous le faites avec plaisir, en sachant que si le résultat que vous obtenez n'est pas ce que vous auriez voulu, eh bien vous implémentez une autre situation qui va vous permettre peut-être d'obtenir ce résultat ou pas. Et c'est en faisant cette métacognition, en vous observant dans le dialogue, dans la manière de faire, dans la manière de donner cours, et surtout en laissant les élèves s'accaparer la matière pour qu'ils puissent eux-mêmes chipoter, modeler et comprendre ce que vous leur voulez, et que par les essais-erreurs, et surtout ne plus fustiger l'erreur, leur permettre de se tromper, parce que c'est en se trompant qu'on s'améliore et qu'on devient meilleur. Si je ne m'étais jamais trompé au tennis, je ne serais jamais devenu excellent. Enfin, je ne serais jamais devenu un joueur de tennis qui peut renvoyer la balle au-dessus du filet. Pourquoi? Ben parce qu'il a fallu que je fasse beaucoup d'erreurs en la mettant dans le filet pour me dire, tiens, comment ça c'est qu'elle va toujours dans le filet, comment est-ce que je peux faire pour la passer au-dessus? Et puis, bien sûr, elle sortait, et puis enfin, et ainsi de suite. Et donc, on adapte. Mais c'est l'erreur qui me permet de m'améliorer. Sinon, si je sais tout faire du premier coup, waouh, mais alors je reste dans ma zone de confort, jamais j'en sors, mais jamais je vais gagner des matchs parce que ça je sais faire et je reste là. Alors oui, il va gagner des matchs, ouais, mais il ne pourra jamais monter en classement, il ne pourra jamais devenir excellent. Il va être un joueur moyen, d'accord, ça vous appartient. Mais quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de performer, d'aller de plus en plus loin et d'apprendre, de comprendre et d'évoluer. Si on n'évolue pas, ben à un moment donné, à force de répéter, on s'embête. Et notre ego, il est satisfait. Ouais, notre ego, il est satisfait parce que j'écrase l'autre. Mais quel est l'intérêt d'écraser quelqu'un qui est plus faible que moi et de ne pas affronter quelqu'un qui est plus fort? Et celui qui est plus fort, tant mieux pour lui. C'est pas le but de
dire, de perdre contre lui. Non, c'est de jouer contre lui pour voir quelles sont nos faiblesses et comment est-ce qu'on peut s'améliorer. C'est la même chose en classe pour le travail. Et c'est comme ça qu'il serait intéressant de voir les choses pour que l'élève puisse à chaque fois se dépasser un petit peu par rapport à son taux moyen et de toujours faire 10-20% en plus pour chercher un petit peu la difficulté qui va lui permettre d'aller beaucoup plus loin. Et donc si on ne sait pas ça, bien, on reste en fait dans sa zone de confort et on est dans un espace sécurisant. Et si on est dans cet espace sécurisant, eh bien, on n'ose pas évoluer. On reste là où on est et on ne va pas chercher la difficulté et on ne va pas chercher à s'améliorer. Et ça ne peut se faire que dans un climat de confiance, dans un climat où on a envie de se dépasser. Et un élève ne peut faire ça que lorsqu'il vous aime, et parce qu'il vous aime, il s'aime, et parce qu'il s'aime, il a envie de progresser. Ces émotions, c'est binaire. C'est je souffre, j'ai du plaisir. Et donc, le but est de lui fournir du plaisir, et à vous aussi, bien sûr. Mais comme vous êtes adulte, vous avez ce pouvoir de pouvoir mettre des hypothèses et de pouvoir en déduire des situations. Donc, profitez-en pour analyser les résultats et faire en sorte que l'élève ne bloque plus, mais progresse. Et là, vous deviendrez la personne que vous voulez être parce que vous allez trouver plus de sens à ce que vous faites. Alors, autour de nous, il y a l'administration qui est, mais, ok, je ne peux pas le dire, mais ouais, complètement à côté de la plaque par rapport à ce que nous sommes en train de vivre au quotidien. C'est vrai. On fonctionne encore avec des formules d'il y a quelques années. On nous demande de correspondre à des chiffres dans un fichier Excel avec des cerveaux qui n'ont pas les prérequis correspondant au programme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut faire le prof de 3e, de 5e, on prend la matière, on donne la matière et on ne regarde pas l'impact que ça a, on met des points on punit les élèves qui ne correspondent pas. Si on est dans un bon milieu scolaire où les élèves sont formatés, aidés à la maison, encensés, stimulés, ça va passer. Mais si on est dans des familles socio-économiquement faibles, où il n'y a pas de stimulation à la maison, où les enfants sont livrés à eux-mêmes, où il n'y a personne qui leur dit qu'ils doivent faire leurs devoirs, ou bien l'élève a trouvé des stratégies pour éviter de souffrir, et où il pleure, ou il crie, ou enfin soit, il trouve des stratagèmes pour pas travailler, et les parents étant dépassés, ils laissent tomber, et puis ils reportent tout sur vous, et ils vous le reprochent parce que vous n'y arrivez pas, mais généralement, c'est eux qui n'y arrivent pas, mais ils préfèrent voir la mauvaise personne en vous, plutôt qu'en eux. Et ça, c'est le jugement. Ok? Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir justement ce soft focus. Ce soft focus, c'est quoi? C'est être zen, en mettant l'accent sur ce que je désire et en observant les résultats que j'obtiens. Et à ce moment-là, je peux neutraliser mes deux extrêmes, mes peurs et mes fantasmes. Parce que la peur, je vous l'ai expliqué, ça me glace, ça me cristallise, ça m'empêche de m'épanouir et pour ne pas vivre ces peurs, je fuis et je donne cours comme j'ai pas envie, parce que j'aime pas ce que je suis en train de faire, je trouve ça nul, mais au moins, il n'y a pas de bruit. Ok? Et en quoi le bruit est dérangeant? Si ce n'est que j'accepte de l'écouter et qu'au travers du bruit que je reçois, je trouve des stratégies, je fais la métacognition qui va me permettre de comprendre ce qui m'arrive et de trouver des stratégies, des stratagèmes pour être bien dans ce que je fais. Mais si je reste dans mes peurs, jamais je ne vais aller affronter cette zone d'inconfort et jamais je vais pouvoir devenir serein et donc je vais en vouloir aux autres. Je vais juger, je vais critiquer, je vais être avec mon ego et je ne vais pas pouvoir m'épanouir. Et c'est parce que je ne peux pas m'épanouir, et c'est parce que je ne peux pas être dans cet état souverain, zen, prêt à apporter quelque chose aux autres, parce que je ne sais déjà pas me l'apporter à moi-même. Donc si je ne suis pas cette personne à ce moment-là, il est normal que les élèves ne répondent pas à mes attentes, puisque mes attentes sont la fuite, et de ne surtout pas créer une situation où je pourrais être en défaut. Et on n'est jamais en défaut. Et tant que vous serez, on va dire en défaut, que vous n'êtes jamais, d'accord, tant que vous vivrez cette situation et que vous ne voudrez pas l'affronter, vous allez être confronté encore et encore à cette situation jusqu'à ce que vous l'acceptiez et que vous passiez au travers ou
que vous ne trouviez plus de sens, que vous abandonniez, que vous soyez en burn-out et que vous lâchez tout parce que ça ne va plus, parce que personne ne vous comprend, personne ne vous entend, personne n'accepte ce que vous voulez proposer, mais ce que vous proposez, c'est de la fuite, sans vouloir vous fustiger, et c'est ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que quand on est en burn-out, on est dans le fantasme de ce qu'on voudrait, qu'on n'y arrive pas, et donc on est victime, et on préfère ne pas trouver d'énergie et laisser tout aller et se dire c'est les autres, j'en peux plus, j'ai tout fait, j'arrête, ça sert à rien. Alors que si vous êtes OK avec ce que je viens de vous expliquer avant et que vous êtes d'accord pour vous écouter, voir si c'est la peur qui vous guide, voir si c'est le fantasme qui vous guide et de justement vous aligner, de faire un soft focus pour que vous puissiez en même temps voir les peurs que vous ne voulez pas vivre, voir les fantasmes que vous faites et de vous dire, ok, entre ces deux extrêmes, où est ma place? Comment est-ce que je fais moi pour avancer, pour être au contact de ce que j'aime, c'est-à-dire donner cours? Je fais ça, j'adore ça et je veux vraiment que ça fasse partie de mon quotidien et que je puisse être serein et détendu lorsque je le fais. Et pour ce faire, eh bien alors, j'accepte d'aller me confronter à mes peurs et de changer un petit peu, petit à petit, une chose à la fois, ces peurs pour oser de nouveaux comportements qui vont me permettre d'obtenir de nouveaux résultats qui ne seront peut-être pas bons, ok. Et j'ai le droit de me tromper et j'ai le droit de ne pas y arriver et donc je vais recommencer encore et encore et à un moment donné, la porte va s'ouvrir, vous allez trouver de la sérénité. Même chose dans vos fantasmes, vous voulez des classes merveilleuses, mais à force de croire que la classe va être merveilleuse, vous mettez des choses en place et puis vous vous cassez la figure parce que vous constatez que vous vous êtes trompé, mais vous ne voulez pas le voir et vous continuez à faire comme si vous êtes de mon âge, comme avant, avec un autre public qui fonctionnait totalement différemment, qui avait d'autres codes, d'autres manières de faire, et qui n'était pas, c'est pas de la provocation qu'ils font, hein, c'est juste qu'on leur a permis de s'exprimer. On leur a permis de dire qu'ils n'étaient pas contents. Et wow, c'est vrai que c'est choquant quand on est confronté à ça et qu'on analyse un peu par rapport à ce qu'on a connu, mais ce qu'on a connu n'est plus. Donc il faut faire avec son temps. Et eux ne changeront pas. Eux, on leur a ouvert une porte et wouah, ils sont partis comme sur une autoroute. Et nous, on met des barrières, des frontières et on leur dit on peut pas, d'accord. Mais de temps en temps, il faut ouvrir une barrière et la descendre doucement ou la lever doucement pour leur montrer qu'il y a quand même des codes différents et que s'ils veulent progresser, s'ils veulent rentrer en contact et trouver du plaisir et ainsi de suite, eh bien c'est un échange de coopération où vous lâchez la bride s'ils viennent vers vous, ou vous lâchez la bride s'ils viennent vers vous, ou si vous allez vers eux, ben, c'est eux qui vont lâcher la bride. Et donc c'est un échange, c'est une stratégie que vous devez mettre en place en fonction des résultats que vous obtenez. Si vous avez un enfant qui vous dit non tout le temps, ben, il ne vous dit pas non pour le plaisir de vous dire non, hein, c'est parce que ça le fait souffrir. Et donc il préfère dire non que de souffrir, donc il ne va même pas essayer de comprendre ce que vous lui voulez. Sa première impression, sa première émotion, c'est la colère à l'intérieur de lui, et il ne vit qu'avec ça. Et tant qu'il sera dans cette colère, vous ne le changerez pas, mais dès qu'il change, dès 3, 4, 30 secondes après, une minute après, il va se calmer, aller le chercher, parce que une colère, ça dure 3 minutes. Nous, quand nous sommes en colère, ça peut durer 3 jours, 30 jours, 3 ans. Et ça, c'est parce que c'est une addiction chez nous. On en a fait une force. Enfin, on croit qu'on en a fait une force. Et chez les enfants, c'est 3 secondes. Pas 3 secondes, 3 minutes. Après 3 minutes, il y a moyen de le raisonner, de dire, ok, tu as été fâché, tu es fâché encore? Non? On peut parler un peu? Ouais. Et donc, on peut commencer à créer du lien. Et ok, j'ai entendu, tu n'es pas d'accord avec ce que je te propose. Moi, voilà pourquoi je te propose. Est-ce que tu es d'accord de faire ça? Et vous lui donnez 2 choix. Pourquoi 2 choix? Parce que le cerveau, il ne sait pas choisir avec plus de choix. Vous lui donnez 2 choix, il est obligé de choisir. Et ça, c'est un des biais du cerveau. Il est obligé de choisir entre les 2 choix que vous proposez. Et donc, le seul exemple qui me vient là maintenant, c'est quand vous êtes à table et qu'il y a des petits pois et des choux-fleurs. Vous dites à l'enfant, petits pois ou choux-fleurs, ou bien est-ce que tu veux des légumes? Là, il va vous dire non. Mais si vous lui dites des petits pois ou des choux-fleurs, ben, il ne sait pas faire autrement que de choisir. Et comme il aura fait un choix, ben, il va devoir respecter ce choix, il va devoir être responsable de son choix et, comment dire, ce responsable, c'est
ben, assumer. Il va devoir assumer son choix puisque c'est le sien. Et ça, le cerveau, ben, il est bien fait, il va pouvoir l'assumer. Alors, il va peut-être pas manger tous les petits pois, on est d'accord. Mais il va au moins manger 1 ou 2 cuillères, et c'est déjà une petite victoire. Alors, si on veut une victoire totale directement, ouais, on peut la vouloir. Est-ce qu'on l'aura? Je ne suis pas sûr. Donc, c'est à nous, en fait, à trouver des solutions à ce niveau-là pour que, eh bien, nous puissions petit à petit faire changer les choses doucement, calmement, mais toujours en accord avec qui on est à l'intérieur de nous. Et si on sent de la crispation, de la frustration, eh bien on soigne cette frustration, cette crispation, on se demande ce qui nous arrive. Et par exemple, c'est j'aime pas quand les élèves crient, j'aime pas quand ils chantent, quand ils parlent, j'aime pas quand ils me respectent pas, j'aime pas quand ils refusent, ça me frustre. Ok, ce n'est qu'un fait. Donc qu'est-ce que je fais avec ce fait? Il n'y a que moi qui peux passer outre ou pas. Si je continue dans cet état, ben, je vais au clash et je vais gagner parce que je suis prof. Mais je vais encore y penser pendant 15 jours et quand cet élève va me revoir, il va être mal avec moi et donc il va souffrir et comme il va souffrir, il va trouver des stratégies d'évitement et il va vous dire non la prochaine fois. Donc c'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est coopérer. Et donc oui, c'est difficile à notre époque de trouver des façons de faire parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est des nouveaux codes qu'il faut créer. Et parce qu'on crée ces nouveaux codes, on obtient de nouvelles choses. Et c'est à ça que je vous invite en fait. Et donc, moi ce que je vous propose, dans tout ce que je viens de vous dire, ben, c'est de vous aider justement à comprendre vos peurs, à écouter les peurs que vous avez, à faire en sorte que vous puissiez avoir l'identité quand vous êtes devant vos élèves qui va vous permettre d'être la personne que vous voulez être et non pas la personne que vous devenez à cause de toutes les contraintes que vous avez dans votre journée par rapport aux élèves, par rapport à l'institution, par rapport à tout ce que vous vivez. Et là, vous agissez comme un petit soldat, mais vous ne prenez pas de décision, si ce n'est des décisions obligatoires, il faut, je dois. Quand vous êtes dans cette manière de procéder qui est il faut, je dois, vous êtes avec votre ego et vous êtes avec un programme qu'on vous a implémenté. Là, il faut, je dois, c'est quelque chose qu'on vous a mis dans la tête et qui ne vous appartient pas. Pourquoi? Parce que si vous êtes en plein plaisir, en pleine joie, en plein amour de vous, ben ça va vous coûter aucun effort de faire ce que vous aimez. Par exemple, moi, ce que j'adore faire, c'est apprendre, comprendre. Et ensuite, comme je suis en train de faire avec vous, partager. Et ça, j'y mets des heures. Des heures, des heures, des heures. J'y passe un temps de fou. J'y passe une énergie de fou, mais ça ne me coûte rien parce que ça ne me coûte pas d'énergie. Et j'y dépense énormément d'argent. Et, s'en fout. J'aime. Comme j'aime, ça n'a aucune incidence pour moi. Mais si vous me demandez de ranger ma chambre, de faire la vaisselle, des choses qui ne me plaisent pas, eh bien, je vais les faire parce que il faut que je les fasse. Je dois les faire parce que j'ai décidé d'avoir des enfants, parce que j'ai décidé de plaire à ma compagne, parce que j'ai décidé plein de choses, donc je me force à le faire. Et si je me force à le faire, à terme, je ne vais plus le faire. Parce que ça va me coûter une énergie de dingue et je ne vais pas être dans le plaisir quand je vais le faire. Et si je continue comme ça, je vais en vouloir à ma compagne, je vais en vouloir au monde entier parce que je suis obligé de faire des choses qui ne m'intéressent pas et qui m'empêchent de faire ce que j'adore, comprendre, apprendre et partager, que je fais pendant des heures. Et comment est-ce que je fais alors pour aimer, donner du plaisir à ce qu'il faut, je dois? Ben, c'est simplement de transformer la formule il faut, je dois, d'en mettre une autre à la place, d'être OK avec le choix que l'on fait, de se responsabiliser, de s'assumer dans le choix qu'on vient de faire et en même temps, pourquoi est-ce qu'on a peur de ranger? Pourquoi est-ce qu'on aimerait bien que ce soit rangé à notre place? Et là, on essaye de trouver un juste milieu, de le faire nous-mêmes, d'avoir du plaisir à le faire. Comme on dit, de manger son crapaud d'abord. Vous avez déjà mangé un crapaud? Non? Avec un peu de sel et de la mayonnaise, ça doit être meilleur. Et pour manger votre crapaud, ben vous le mangez d'abord. Comme ça, c'est fait. Comme ça, il n'y a plus à dire. Et après, quand on sera au dessert, on a déjà oublié le crapaud parce que on sera soulagé. Et donc, ce que moi, je compte vous apprendre, c'est justement d'aller
rechercher vos peurs, de les lister, de savoir pourquoi vous fonctionnez de cette manière et pourquoi vous fuyez une certaine réalité. Également, de voir quels sont les fantasmes que vous faites sur la profession dans votre vie de tous les jours et d'aller la titiller pour la recadrer et la rééquilibrer. Et que vous puissiez, vous, être la personne sereine qui, quoi qu'elle fasse, soit toujours d'accord avec ses choix. Et pour être ça, pour être toujours d'accord avec ses choix, pour ne pas juger l'autre, pour ne pas critiquer l'autre et d'être en accord avec ce qu'on a choisi de faire, eh bien à ce moment-là, on devient une personne ressource pour soi-même, on s'aime dans tout ce qu'on choisit et donc ça nous permet d'avancer, de progresser et de faire des pas de géant parce que la contrainte devient une alliée parce qu'on va dans la contrainte chercher ce qui nous plaît, chercher ce qui ne nous plaît pas et de l'équilibrer pour quand même le faire parce que c'est utile de le faire. C'est juste qu'on n'y voit pas d'intérêt et donc c'est d'apprendre à y mettre de l'intérêt. Et ça, actuellement, je vous fais un mois, 4 séances par visio, comme on est en train de faire maintenant, où je viens écouter quelles sont vos peurs, quels sont vos fantasmes, quelles sont vos difficultés que vous rencontrez en classe, comment est-ce que vous voudriez qu'on amène du changement pendant un mois, à raison de 1h30, 4 fois. Je vous écoute, on trouve des solutions ensemble qui vous conviennent. C'est vous qui travaillez et moi qui pose des questions pour vous orienter vers la découverte de cette nouvelle identité que vous allez implémenter dans votre classe. Et pour ce mois, je vous fais vraiment un prix cadeau. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir que vous êtes bien en classe. J'ai besoin de savoir que les élèves sont heureux lorsqu'ils viennent en classe. Je vous fais ça pour un prix modique de 100 euros. 100 euros pour 4 fois 1h30 à discuter pour vous permettre de comprendre vos mécanismes de défense et pour vous permettre de mettre en place la nouvelle identité que vous allez représenter et qui va vous permettre d'être le prof que vous avez toujours rêvé d'être, mais à cause des circonstances et de ce que vous avez vécu, vous avez un petit peu oublié, mis dans le placard et que vous ne vous reconnaissez plus quand vous enseignez. Alors que c'est votre motivation, c'est votre valeur haute que vous avez mis en avant pour pouvoir exercer ce métier et cette valeur haute, vous l'avez mis dans votre poche, vous ne l'entendez plus, vous ne l'écoutez plus et vous écoutez surtout des il faut, je dois. Et à force de vouloir faire des il faut, je dois, vous ne trouvez pas de sens à ce que vous faites et le sens que vous ne trouvez pas, il vous détruit de l'intérieur, il vous détériore et vous n'y trouvez plus de sens, plus d'envie et donc vous préférez, c'est même pas lâcher prise, c'est fuir, abandonner ou dire ok, je suis quand même de toute façon pas faire autrement, donc advienne que pourra. Et ça, c'est pas la solution. Si vous n'êtes pas heureux, si vous n'avez pas d'énergie de faire ce que vous aimez, pourquoi continuer? Et justement, si vous voulez continuer, eh bien, je vais vous permettre de le faire. Voilà. Merci pour votre écoute. J'espère que ça a été fructueux pour vous, que vous êtes prêts à faire ce challenge. Alors, n'hésitez pas, c'est vraiment une belle opportunité. C'est pour vous, c'est cadeau. Franchement, c'est cadeau parce que il y en a qui vous demandent 600 balles de l'heure pour un coaching. J'ai peut-être pas encore leurs compétences, mais j'en suis pas loin. Je peux vraiment vous amener le plus loin possible parce que j'ai énormément travaillé ça sur moi. J'ai énormément aidé de personnes autour de moi. Et mon but ultime, c'est que les gosses soient heureux à l'école. Et je passe par vous parce que c'est vous qui, en étant heureux, allez permettre à plusieurs enfants d'être heureux. Moi, je peux en faire qu'un à la fois. Vous pouvez faire par paquet de 25. Et si vous êtes prof dans le supérieur, eh bien, vous avez 25 fois 8 ou 22 classes, ça dépend un peu de l'horaire que vous faites, de la matière que vous donnez. Et donc, vous pouvez implémenter tout ça autour de vous et ça va faire boule de neige et c'est vraiment mon but. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Je compte sur vous. Allez, appelez-moi et on voit ça. Bonne journée.